contre un peu identique au précédent, c'est-à-dire 11 785 885 euros en 2022, soit 1 026 globalement de suppléments. Les subventions de l'État, subventions du FEDER, de Cap Nord, de la CAF, sur des opérations d'investissement importantes. Donc ça, c'est au niveau pour l'investissement. Donc 5 99 033,78 euros. À cela, nous pourrons ajouter bénéficier d'un montant du FRDE, Fonds régional de développement pour l'emploi, plus élevé également qu'en 2022, 1 269 053,63 euros, et contre 312 548 en 2022. Donc une augmentation substantielle. Et puis, l'emprunt, bien sûr, puisque aujourd'hui, il est important de pouvoir avoir des finances qui nous permettent de pouvoir emprunter. Vous savez que nous bénéficions d'une subvention, enfin d'une subvention, non, d'un emprunt de l'AFD, avec l'AFD, qui est assujetti à un protocole, à une ligne, une trajectoire budgétaire qui nous conforte en tout cas, selon moi, dans cette ligne qui nous permettra de pouvoir bénéficier de cet emprunt. Alors, le montant du budget primitif en 2023, il s'élève à 58 726 716 euros, répartis à hauteur de 40 959 029,96 euros pour la section de fonctionnement et 17 767 686,81 euros pour la section d'investissement. Donc par rapport au budget 2022, on a une augmentation sur les cumulés investissements et fonctionnement de 13,58%. Et en chiffre, c'est une augmentation de 2 679 436,76 euros. Alors, on peut, pour peut-être plus de clarté, voir au niveau des postes budgétaires, les présentations de façon générale, au niveau des principales dépenses de fonctionnement. Alors, en personnel, nous avons, je dirais, oui, les charges à caractère général d'abord, bien sûr, compte tenu des contraintes, de besoins personnels nouveaux. Alors, il est proposé à ce chapitre 3 903 356 euros. Alors, ça nous permet de réaliser quelques ajustements par rapport aux décisions gouvernementales, par exemple, sur l'augmentation du SMIC, etc. Et les besoins de recrutement pour justement répondre aux besoins de la ville, notamment. J'ai parlé des six nouveaux agents qui sont recrutés pour permettre de renforcer l'équipe de ramassage des sargasses. C'est justement dans ce chapitre-là que c'est celui-ci en tout cas qui nous permet de pouvoir répondre à ces problématiques. Les charges de personnel, alors ces charges ont atteint en 2022 25 833 767,58 €. Et donc, les constructeurs besoin de personnel nouveau que nous proposons 26 515 889,28 €, ce qui correspond à une augmentation en pourcentage de 2,64%. Alors, les agents, les engagements pris par la FD. Alors, nous avons un certain nombre de contraintes à ce niveau, puisqu'il s'agit de réduire de 191 972 € les charges en tenant compte des départs à la retraite. Donc, je crois qu'on a fait mieux que ça, je pense. En tout cas, et prévoir effectivement pour les titularisations 60 000 €, prévoir des primes pour des agents non titulaires, puisque dans la collectivité, nous avons acté avec les organisations syndicales que les agents non titulaires
qui ont 3 ans dans la collectivité pourront bénéficier de ces primes. Réduire également les coûts des PEC, puisque comme vous le savez, dans tous les cas, nous sommes contraints de les réduire, puisque l'État intervient, je dirais, de moins en moins au niveau des PEC. Et donc, il s'agit pour nous de réduire le coût des PEC de 200 000 euros, comme c'est quelque chose d'acquis en 2002, cette mesure qui diminue considérablement. Donc, nous provisionnons de façon appropriée, en tout cas à la hauteur de ce que nous aurons à payer. Et puis, j'en ai parlé des différentes décisions gouvernementales, que ce soit l'augmentation du SMIC, l'extension du complément de traitement indiciaire dans la fonction publique, donc à certaines catégories personnelles, notamment aux personnels de puériculture, les puéricultrices et les aides puéricultrices qui sont concernées par cette mesure. Il y a le déroulement de carrière également des agents, 1,5% de prévu, 124 522 euros pour plus de précision. Alors, le recrutement de besoins personnels, bon, ça j'en ai parlé sur la problématique des sargasses. 40 000 euros que la ville doit verser de capital décès à la famille d'un agent décédé, vous le savez tous. Alors à cela, il faut ajouter l'assurance du personnel. Donc pour 2023, 400 734,92 €. À cela, nous devons payer le reliquat de 2022, également en 2023, 399 311,34 €, soit un total de 800 046,26 €. Alors le total de ce chapitre, l'ensemble de ce chapitre est dédié principalement uniquement au personnel. Il est de 27 355 935,54 €. Les atténuations des charges. Donc ça concerne tous les frais de dégrèvement sur les taxes d'habitation, pour les logements vacants. Il est provisionné 60 000 €. La participation à l'alimentation du FNJ, le Fonds national de garantie individuelle des ressources, pour un montant de 464 143 €. Il est prévu également que la ville a des pénalités sur les logements. Nous avons justement des pénalités sur les logements sociaux, parce que le parc de la ville n'est pas, je dirais, à la mesure, ne répond pas au pourcentage de logements sociaux qui nous sont imposés, soit des pénalités de 80 272 €. Alors ceci, concernant les atténuations des charges, là, le montant de ce produit, 604 411 €. Alors les amortissements et provisions, nous devons prévoir obligatoirement les dépenses d'amortissement et la dépréciation du matériel et toutes les provisions pour litige. Il est prévu 468 926,96 €, donc 55 000 € pour les frais de litige en général. Alors, les atténuations de charges, principalement, c'est là qu'on retrouve les indemnités des élus, les subventions aux organismes et associations, toute la participation de la ville au financement du CCAS, de la Caisse des écoles, de l'ensemble des associations. Il est proposé 5 493 700 €. Alors, il faut se rappeler également qu'il y a le STIS, le Service territorial d'incendie et de secours de Martinique, qui nous a, je dirais, communiqué une augmentation de sa contribution, auquel nous devons souscrire. On n'a pas le choix à ce niveau. Donc, à cela, la ville va abonder les finances de l'ensemble de ces satellites, si je peux m'exprimer ainsi. Au niveau de la Caisse des écoles, une augmentation de 215 500 €, le CCS plus de 10 000 €, le comité des œuvres sociales 5 000 €,
et les associations qui vont connaître peut-être un petit souffle, puisque la ville va aux 735 680,77 € de l'année budgétaire 2022, c'est 920 940 € que la ville va consacrer aux associations. Alors, les charges financières, donc c'est le remboursement des intérêts d'emprunt que l'on retrouve ici, 144 118,09 €. Les charges exceptionnelles, c'est tout ce qui est annulation de titres, indemnisation pour des décisions de justice, etc., récupération du foncier bâti, ça représente un total de 71 000 €. Donc le virement à la section d'investissement, puisque, comme vous le savez, nous dégageons suffisamment pour pouvoir venir abonder la section d'investissement qui a connu un déficit. Donc il s'agit d'une écriture obligatoire consistant à prévoir une dépense de la section fonctionnement qui est affectée par une recette d'investissement. Alors, comme il est dit, ça ne donne pas lieu à décaissement, ni encaissement d'ailleurs, c'est une opération qu'on appelle une opération d'ordre. Donc 2 997 578 €. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, donc justement, l'affectation du résultat accumulé, c'est ce que qu'on vient de voir notamment, avec la section de fonctionnement, le résultat. Donc 2 millions seront affectés à la section de fonctionnement. Et puis sur ces 4 480 829,03 €. Les annulations de charges, ce sont les remboursements de sécurité sociale, 490 000 € de prévu. Les opérations d'ordre, donc ça, souvent ce sont les travaux en régie qui sont prévus en investissement, donc 862 928,96 €. Les produits de domaine, les collecteurs des droits de place, entre autres, des activités sportives, puisque la ville a quand même mis à disposition des administrés un panel d'activités, que ce soit au niveau du sport, pour les adultes, pour les plus jeunes, l'athlétisme, la gymnastique, la natation, entre autres. Donc, tout cela fait que, malgré les difficultés que nous avons connues au tout début, puisque nous sortait d'une année difficile, 225 000 €. Alors, les autres produits de gestion, alors, donc, il s'agit des taxes, toutes les impositions, les impôts locaux, le partenaire, le FIR, le fonds de péréquation, les taxes intercommunales, communales et intercommunales. Donc, nous devons faire ce rappel et la taxe d'habitation, la ville récupère depuis 2021 le taux de foncier bâti de la CTF. Alors, l'effet est le frein pour le contribuable. Alors, c'est vrai qu'il y a des administrés qui vont vous dire, mais les impôts ont augmenté malgré tout. Mais ce n'est pas du fait de la ville. Le taux de la ville reste identique, nous allons le voter tout à l'heure. Le taux que nous recevons de la part de la CTM, la part de la CTM, sera compensé à la CTM par un prélèvement sur la TVA. Alors, la ville, donc c'est ce que je vous ai dit précédemment, la ville va voter les nouveaux taux du foncier bâti, qui est l'addition de son taux de la CTM et le sien, donc 36,68% de la ville, plus 19,40% de la CTM, c'est une total de 56,17 €. Alors, le tableau qui vous est présenté vous récapitule les pourcentages et les produits attendus. Donc, en ce qui concerne le foncier bâti, la taxe sur le foncier bâti, 11 386 221 de prévu. Le foncier non bâti, 61 168 €. La taxe d'habitation, 1 169 441, ce qui fait un total, je l'avais énoncé précédemment, de 12 1
612 616 830. Alors, il faut ajouter à cela les ressources fiscales indépendantes et tout, à savoir le remboursement de taxes et exonérations, qui est de 455 659 euros, et un versement suite au calcul du coefficient correcteur de 203 556 euros. D'où un produit total, la somme de ces trois financements, de 13 276 005. Alors, ce produit, il est diminué du remboursement du FNJ, puisque le Fonds national de garantie individuelle, qui est en moins, de 464 143 euros, soit un total de ressources de 12 811 912 euros. Donc, s'agissant de l'octroi de mer, alors, bon, on revient. Il connaît une augmentation, l'octroi de mer, depuis, après le Covid, il revient, il retrouve un niveau presque identique à ce qu'il était auparavant. Alors, pour la taxe sur les carburants, la hausse joue sur le comportement des zones. Va jouer, ça c'est on ne sait pas si c'est sûr, ça, si elle va jouer ou pas. Parce que pour la ville c'est important, ça pèse au niveau de la ville. Nous maintenons le niveau de 2021, soit 1 110 000 euros. Donc le total du chapitre est de 30 201 528 euros. Bon, alors les dotations et participations. Dotation de participation, on trouve à travers la DGF, la dotation d'aménagement, la dotation de groupement de communes et remboursement des emplois aidés, et remboursement d'exonération des impôts locaux. Ce sont les principales recettes qui sont enregistrées dans ce chapitre. Alors, donc, nous avons provisionné 7 109 007 euros dans ce chapitre, au regard de ce qui est attendu. Alors, les autres produits de gestion moins, ce sont les locations d'immeubles, puisque la ville met en location certains immeubles pour les ventes, pour lesquels nous prévoyons 1 000 euros, toujours. Alors, maintenant, nous passons aux principales dépenses d'investissement. Comme je l'ai dit précédemment, le solde de l'investissement de 2022 présente un résultat négatif qui s'élève à moins 2 202 847,20. Et les travaux en régie 862 926,96. Donc c'est la rénovation c'est l'intervention des services sur l'ensemble du territoire, que ce soit au niveau des routes, au niveau des bâtiments communaux. Le remboursement d'emprunt, on avait vu les intérêts en fonctionnement, donc le remboursement en capital à 1 429 892,63 euros. Et les immobilisations, donc toutes les immobilisations incorporelles, c'est-à-dire ce sont des études, ce sont les honoraires, la délimitation du terrain, donc nous provisionnons pour 60 952,95 euros. Et puis les immobilisations corporelles, c'est vraiment là où on en retrouve, je dirais, tout ce qui se fait au niveau du personnel, en termes d'équipement, de matériel, d'achat, d'aménagement, des postes de travail, des véhicules pour se déplacer. Donc, c'est vraiment tout ce qui concerne le personnel et plus largement l'ensemble des structures, des infrastructures de la ville. Alors, nous avons intégré à ce chapitre des opérations d'aménagement. Donc, c'est fait dans l'année. Alors, c'est simplement pour éviter, parce que comment les profs salariés à M57, ça nous obligerait à retenir
pour le sortir du chapitre 21. On mettait ces opérations en opération en cours, une mobilisation en cours. Une fois que vous avez fini l'opération, donc elle est réalisée, elle n'est plus en cours, il faut retraiter comptablement en basculant au chapitre 21. Donc, quand on sait que l'opération sera terminée dans l'année, dès le départ, on le prévoit au chapitre 21 pour éviter ce retraitement comptable. Je vous remercie pour ton éclairage. Alors, le montant, c'est ce qui explique que le montant est un peu plus élevé. Donc, à partir des besoins qui sont ressentis sur ce poste-là, immobilisation corporelle, le montant indiqué s'élève à 388,48 €. Les immobilisations en cours, et immobilisation en cours, c'est là où notamment. Et puis tous les aménagements de terrain pour la médiathèque, qui est censée se terminer cette année. Et puis 1 013 678,59 € pour les travaux, et principalement sur les routes de la ville. Donc la ville a un financement dédié important pour les routes. Alors, remboursement à l'EPFL, vous connaissez les taxes pour la ville au niveau immobilier. Et donc, nous avons un certain nombre de portages qui sont faits par l'EPFL. Et donc, en 2023, nous verserons 400 000 € à cet organisme. Le temps de finir de payer justement ces ensembles de biens immobiliers. Alors, les recettes d'investissement, donc le virement à la section d'investissement, on en a parlé. Alors, il est envisagé 2 917 518 €. Donc, déjà, ça vient combler le déficit, le solde négatif. Les produits de cession d'immobilisation, c'est tous les prêts, tous les actes, les ventes de terrain, etc. Donc 25 350 €. Ils sont provisionnés là-dessus, des amortissements de biens immatériels. Alors le montant des investissements pour 2023 est de 468 926,96 €. Donc on a retrouvé en fonctionnement ce même montant. Donc, c'est ce qu'on disait, l'opération d'ordre. Donc, ça nous donne ni encaissement ni décaissement. Alors, les dotations diverses. Alors, à ce niveau, 3 recettes proposent ces dotations. Le FCTBA, le fonds de compensation de la TVA, 475 958 €, 52 €. La taxe d'aménagement, c'est fonction du nombre de permis de construire. Et puis, il y a également des dégrèvements qui sont accordés. Donc, 155 000 €. L'excédent de fonctionnement capitalisé et l'affectation en investissement de toute une partie du résultat. Alors, compte tenu justement du résultat négatif en investissement, nous affectons 2 480 825,03 € pour combler le déficit. Donc, le montant du chapitre sera de 3 111 781,03 €. Les subventions d'investissement avec nos partenaires, que ce soit l'Europe, l'État, la CTM, d'autres partenaires également. Là-dedans, on va retrouver les amendes de police qui ont diminué, et ça dit que nos concitoyens ont des comportements, je dirais, citoyens, puisque les amendes diminuent, donc il y a moins d'incivilité. Si c'est comme cela, on est sur une bonne trajectoire. Et puis, le FRDE, on en a parlé, qui est proche du niveau de 2020, de 1 269 053. Donc, avec des subventions de l'ensemble des partenaires, le chapitre s'élève à 8 144 050,82 €. Et puis l'emprunt, on en a parlé, on l'a évoqué. La ville sollicite l'AFD pour un emprunt de 3 millions pour terminer son investissement, notamment, et puis intervenir sur déjà d'autres investissements. Si
je dirais, l'AFD accepte en tout cas que nous puissions réaliser ce parcours avec eux. En tout cas, nous sommes prêts là-dessus. Alors, le résultat comptable de 2022, alors, on devra voter l'affectation du résultat. C'est pourquoi je vous ai présenté le résultat de l'exercice. Alors, on y va, et après on ira à la nomenclature là, pour voter les chapitres. En fonctionnement, le résultat de l'exercice 2022, en recette de fonctionnement, 37 711 625,53 €. En dépenses, 35 190 665 €. Le résultat d'exercice est de 2 520 965,03 €. Alors, en 2021, le résultat était de 1 959 864, ce qui nous donne un résultat cumulé 2021-2022 de 4 480 829,03 €. En investissement, un topo 2 981 201,53 € de recettes, en dépenses 5 075 573,34 €, ce qui nous donne un solde de l'exercice négatif de 2 083 372,05 €. Et un report qui était également négatif de 119 475,15 €. Donc, un solde cumulé sur les 2 années 2021-2022 de moins 2 202 847,20 €. Donc, il nous sera proposé, conformément à l'article 223-11-13 du CGCT, que le résultat d'exercice 4 480 829,03 € soit repris au budget primitif par anticipation du vote du code administratif, parce que, en principe, si nous avions eu les documents suffisamment tôt, nous aurions voté le code administratif d'abord et après affecter le résultat. Comme ça, nous n'aurions pas à revenir, parce que nous devons revenir pour l'approbation, pour la validation du compte de gestion, tout simplement. Par l'approbation, on va approuver, corriger le paiement. Donc, en fonctionnement, il vous est proposé, mais après, avant de se faire, on fait le débat avant, s'il y a des demandes d'éclairage, de discussion. En fonctionnement, au compte 02, il vous est proposé d'affecter 2 millions, et en investissement, 2 480 829,03 €. À ce stade, avant de passer à l'affectation, on peut débattre. Oui, monsieur le maire. Donc, à ce stade, le débat est ouvert. Monsieur le maire. Vous avez la parole, monsieur le collègue. Faites vos observations, remarques. Si ce n'est pas sur des amours. Monsieur le maire, je voudrais en fait avoir des précisions concernant les pénalités octroyées à la ville, subit la ville, on peut dire ça ainsi, sur la construction de logements sociaux. Si je ne m'abuse, effectivement, il faut payer 80 272 €. À regarder de près, s'il faut multiplier, je ne sais pas combien, c'était quelque chose de ce qui est plus du montant à payer les années précédentes. Si on devait multiplier ça sur une nature, cela nous ferait une somme assez conséquente. Mais d'une manière générale, effectivement, monsieur le maire, c'est la réflexion que je voudrais poser ici, c'est sûr. Nous n'aurons pas la réponse de ce conseil municipal. Je sais, monsieur le maire, j'ai eu l'occasion de nous intervenir, de poser la question des logements sociaux qui, une fois les propriétaires devenus, enfin, les occupants de propriétaires, on les retrouve dans le parc de logements sociaux. Donc, et c'est là où je dis un paradoxe, monsieur le maire, entre la taxe sur les entreprises perçues par les EPCI
Mais quand il s'agit effectivement de pénalités, elles sont portées essentiellement par l'État. Donc c'est là que je pose la question. On voit bien qu'il y a un déplacement des populations, des familles vers les lieux les plus affichés, les développements qui se fait. Je parle de la ville de Vauvert. Ça diminue les pénalités des autres communes, mais par rapport à nous qui devons payer davantage. Je vais préciser là-dessus. Il ne s'agit pas pour moi de dire que les familles sortant d'ailleurs n'ont pas le droit de bénéficier davantage, loin de là mon propos, mais c'est que la question soit posée. Là où elle doit se poser, comment parfois essayer de contraindre les pénalités des communes qui font tout pour une forme de développement, pour qu'elles soient attrayantes au détriment de villes de fortune. On voit le déplacement de la population, et donc, plus ça va, plus de pénalités vont de manière croissante. C'était là effectivement ma question 2. Je la résume ici. Les pénalités que nous devons subir tous les ans, c'est une maladie, voyons que ça la peine de revenir, et aussi l'attrait d'une commune qui fait tout pour accueillir les populations. Et en réalité, on n'est pas pour autant récompensé, alors que quand on dit que si, on a dit que soit les taxes des entreprises, mais en réalité, le partage de ces pénalités, non. Par exemple, c'était ça mon interrogation. Concernant ça, je vais mettre la question de répondre sur ça. Je dois dire également que nous avons même été pénalisés, nous avons mis dans un groupe de coordination, entre Ducos, François, Robert, nous avons mis dans ce groupe-là. Alors que nous sommes là. Donc, en disant qu'il y avait passé le logement dans la zone d'urbanisation. Concernant simplement le nouvelle de vos efforts, mais on demande 25% de logements sociaux. Même s'il y a 10 logements, il y a 25% de 10 logements qu'il y a sur le territoire. Donc, tant qu'on n'a pas payé, c'est un calcul de l'État pour avoir de l'argent, parce qu'il y a des logements sociaux. Parce que regardez comment nous doit finir dans les logements sociaux. Peut-être pas en Martinique, mais en France. Parce que, alors, dans ça, vous dites, il n'y a pas de logements sociaux là. Il n'y a pas de logements sociaux. Mais nous faisons des logements sociaux parce que nous voulons que tout le monde soit logé, que le bon logement existe. Et quand il y a pas de bon logement, le logement est adapté parce que quelqu'un n'a pas de logement. Nous faisons de beaux efforts, parce que conseil municipal. Donc, ça nous faut que la pénalité est forte. Donc, les médias ingénieurs, nous avons mis dans le groupe du COS aussi, puis du bon on a fait. J'ai contesté cela, mais c'est même pas si on a. Président de BNU. Monsieur, tu veux dire de nous cela? Non, je te vois, j'ai tout à fait la même question. Oui, on a eu il y a pas longtemps dans ce conseil communautaire, on a eu ce débat-là, parce que monsieur le maire de Beaumont et madame le maire de Borne-Rouge se plaignaient parce qu'eux, ils veulent faire des logements sociaux et on leur dit, vous n'avez pas de demande. Donc, pas de LBU. Donc, ce qui fait qu'ils ont des difficultés à faire des logements sociaux au Borne-Rouge et au Bourbon. Alors, ce que vous l'avez développé, vous dites que oui, mais les gens du Bourbon, s'il n'y a pas de demande au Bourbon, c'est parce que les gens du Bourbon descendent. Et donc, et comme nous dérivons aussi pour permis, nous avons une population quand même importante, et c'est des permis non construits qui dérivent dans l'année que l'on calcule. Pour voir s'il y a 25% de logements sociaux. Mais c'est mal pensé parce qu'il y a des gens qui déposent une demande de permis qui ne sont pas des gens riches. Et ils ont leur petit bout de terrain à la campagne et ils font leur maison peut-être sous 1 an,
sur plusieurs mois, mais n'empêche que ça ne rentre pas dans les logements sociaux. Parce que la maison est cachée, la maison, le permis qu'on se montre, c'est une maison correcte, et donc ça ne rentre pas. Donc ce qui fait qu'il y a un calcul qui nous je sais pas moi, on est tout le temps pénalisé, puisque à chaque fois, c'est pas ce qui compte comme logement social, c'est les logements faits par les sociétés, les opérateurs sociaux. Peut-être si tu fais, si la mairie décide de faire des petits logements avant, bon, ça c'est du logement social, mais tout le reste, non. Alors, donc le gros boulot que nous avons aujourd'hui, j'ai essayé de comprendre ça, mais comme tu disais, comme on nous a basculé sous le groupe sud, donc de l'agglomération sud, en fait, alors qu'on est membre de Cap-Nord. Ce qui fait que je fais remarquer que les gens du Bourbon, je suis content, je n'ai pas de groupe d'être à recevoir les gens du Bourbon chez nous, nous sommes tout à fait d'accord. Mais les gens du Bourbon qui ne trouvent pas de logement au Bourbon descendent faire des domaines ici, les gens d'ailleurs aussi le font bon. Et on se retrouve à être pénalisé par rapport à la forme de demande que l'on a et les logements qui ne sont pas suffisamment construits. Mais à un moment, quand même, quand on voit la quantité de logements que l'on construit sur le Roubaix, la population quelquefois se plaint en disant que l'on dit qu'il ne savait pas faire rien que dans les sociaux. Les logements sociaux que nous avons soulevés chez les bailleurs sociaux, c'est marrant. Où les gens sont devenus propriétaires de nos appartements, il n'y a plus un logement social. Donc nous sommes encore pénalisés, alors qu'au départ, c'est un logement social. Et à partir du moment où le logement devient privé, les propriétaires il a acheté, il n'y a plus de loyer. Donc il y a une tricherie organisée et autorisée de l'État. Là, vous avez fait ça autour. C'est presque un cri de violence, parce que là, effectivement, des fois, je ne sais pas combien nous avons payé l'année dernière, je me souviens plus. 80 200, c'est une tentative, ça a bien ce chiffre. Autre question, cher collègue. Si il n'y a pas d'autres questions, nous passons de vote. Qui vote contre? Alors, pour équilibrer le budget, nous avons par anticipation affecté le résultat. Donc, à la page 8 du préambule, vous avez le résultat de l'exercice 2022 qui est en concordance avec la gestion du percepteur et il vous est proposé d'affecter. Alors le résultat, je le rappelle, c'est 4 480 829,03 et il est proposé d'affecter 2 millions au chapitre 002 de la section de fonctionnement en recettes et les 2 480 829,03 qui restent de les affecter à l'article 1068 de la section d'investissement. Vous pouvez voter cette affectation de résultats. Donc, concernant ce cas de l'adjoint de finances, est-ce que vous avez des moments? Pas de note, nous passons de vote pour l'affectation. Qui vote contre? Qui s'abstient? L'abstention, deux abstentions. 3. L'abonné. L'autorisation abonné. Sur la population d'abonné. C'est bon. Qui vote pour? Adopter. Concernant les taux, alors, prenez la page 5, toujours du préambule, et il y a le petit tableau qui vous est présenté qui récapitule les produits des impôts. Et vous avez les taux communaux qui n'ont pas changé, mais qu'il faut voter. Alors, pour la taxe d'habitation, pour la taxe du foncier bâti, c'est 56,17%. On vous a expliqué que c'est le total du taux communal qui était de 36,68% et du taux de la CTR qui fait 19,49%. Donc, 56,17%.
le taux du foncier non bâti qui fait 28,0% et le taux de la taxe d'habitation qui fait 23,67%. Donc, vous avez voté ces taux-là, qui n'ont pas changé depuis 3-4 ans. Donc, nous avons taxe, tout partout, mais vous payez. Donc, nous allons faire votre groupe qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour. Ensuite, on vous invite à rejoindre la maquette budgétaire. Alors, la maquette budgétaire, vous êtes habitués chaque année. C'est le document qui paraît très volumineux, mais qui est numéroté. Alors, pour résumer, pour éviter qu'on ait à vous donner une lecture chapitre par chapitre, puisque comme d'habitude, nous votons par chapitre. L'avantage de voter par chapitre, c'est après, pour faire les modifications en chapitre, c'est plus facile. Alors, vous avez la page 5 de la maquette budgétaire. Ça se présente comme ça. Ça se présente un paysage. Alors, tout le monde est OK pour la page 5? Bon, alors, vous voyez, l'Assemblée délibérante décide de voter le présent budget. Alors, au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, sans vote formel sur les chapitres d'opération d'équipement, sans vote formel sur chacun des chapitres. Alors, ensuite, la liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'articles à article est la suivante. Il y a 2 points. Et après, on a le petit 2, en l'absence de mention au paragraphe qui est voté pour les autres 6 du Code général des collectivités territoriales. Alors, rappelez-vous, nous sommes en M57 désormais. En M14, nous votions par chapitre, mais nous ne pouvions faire des virements que d'article à article à l'intérieur du même chapitre. Là, en M57, il est proposé de faire des virements de chapitre à chapitre, mais dans la limite, 7,5% des dépenses réelles de l'exécution budgétaire, au lieu de revenir pour abonder un chapitre, et un est autorisé à faire des virements de chapitre à chapitre jusqu'à 7% de dépenses réelles, ça facilite le fonctionnement. Donc, il vous éprouve ça. Ensuite, les provisions sont semi-budgétaires. On vous propose de dire que c'est budgétaire parce que nous avons des écritures en investissement et en fonctionnement pour les amortissements et les provisions. Et puis, le présent budget a été voté avec reprise anticipée du résultat, ce que vous avez fait tout à l'heure là, vous avez voté le résultat. Si tout le monde est d'accord sur ça, oui. Est-ce que vous avez des remarques, chers collègues? Pas de remarques? Proclamation de vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote? Qui s'abstient? Quel est le dernier? Au final, on met les votes qui sont réclamations avec l'espoir. Alors, on est en train de voter le budget par chapitre. Mais comme il y a une réforme de la M57 qui ajoute des facilités, donc je vous ai dit les facilités que ça
introduits. Et on vous demande de voter ces facilités-là. Parce qu'on peut ne pas les voter. Par exemple, quand je vous ai dit les virements de chapitre à chapitre, si vous dites que vous n'autorisez pas le maire à faire des virements de chapitre à chapitre, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il doit faire un virement de chapitre à chapitre, il faut qu'il revienne devant le conseil. D'accord. C'est un peu ça, ce que je voulais savoir. Okay. Alors, nous passons de vote, parce que pour la vote, il n'y a pas d'autre réclamation d'abord. Alors, nous passons de vote. Qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour, c'est adopté. On continue. Pour 2023, vous avez voté le budget 2023, en espérant que nous allons réaliser ce qui est votre budget. Des fois, il y a des choses qui ne se réalisent pas parce que ça ne dépend pas de nous-mêmes. Ça dépend de beaucoup de choses. Alors, nous passons à la réévaluation des tarifs relatifs à la vente de marchand ambulant. Monsieur Liscap. Alors, comme vous le savez, il y a des ambulants qui vendent sur le territoire de manière permanente, toute l'année, mais également pendant le tour des halls et la fête patronale. Donc, ce n'est pas le même public, ce n'est pas le même nombre de clients. Et il nous est rapporté que le Uber, ou bien on a observé aussi, que le Uber a tendance à faire beaucoup, contrairement à d'autres endroits, mais moins cher. Et donc, par exemple, ne serait-ce que pour le tour des halls, nous louons des chapiteaux que nous mettons à disposition des ambulants. Nous leur fournissons de l'eau que nous mettons à la place des Cités-Unies un peu partout. Tout ça, c'est une dépense. Nous louons des groupes électrogènes très puissants. Je vous ai déjà raconté l'anecdote de l'an dernier où le groupe électrogène n'avait pas démarré. Et donc, toutes ces facilités-là, à d'autres endroits, ils n'ont pas ça. Par exemple, chaque ambulant vient avec son petit groupe électrogène pour faire démarrer son commerce. Donc, tout ça a un coût pour la ville que nous ne répercutons pas dans la prestation, dans le prix de la prestation. Donc, il vous est proposé de réajuster les tarifs des gestions, des snacks, des petits marchands, des pacotilleuses en fonction des fêtes et puis à l'année. Alors, dans la première colonne, vous avez les tarifs existants. Et puis, dans les deux autres colonnes, dans les trois autres colonnes, vous avez ce qui se pratique dans des communes avoisinantes. Et il vous est proposé une majoration de 6% pour tenir compte de l'inflation et se rapprocher un peu des tarifs pratiqués sur quasiment toute la Martinique. Donc, ainsi, vous avez échoppe. Alors, si on prend le cas du tour des halls, échoppe, on est à 480 €, il vous est proposé de mettre 509 €. Snack, on est à 390 €, il vous est proposé de mettre 413 €. Petit marchand catégorie 1, 60 €, il vous est proposé de mettre 64 €. Petit marchand catégorie 2, 100 €, il vous est proposé de mettre 106 €. Pacotilleuse 100, il vous est proposé de mettre 106. Fête patronale, échoppe 230 €, actuellement il vous est proposé de mettre 244. Snack 185 €, il vous est proposé de mettre 196 €. Petit marchand 16 €, il vous est proposé de mettre 17 €.
Par courtilleuse, 50 €, on passe à 53 €. Et toute l'année, vendeur ambulant, 70 €, on passe à 74 €. Snack, 150 €, on passe à 159 €. Et petit marchand, 5 €, on passe à 6 €. Alors, nous allons procéder à un vote global. Et je dois vous montrer à votre information que les autres communes ne mettent pas de l'eau. Nous mettons de l'eau à disposition de ces personnes-là. Nous mettons d'autres dispositions de l'électricité. Hein? Chez Apito, tandis que les autres communes prennent la place vide. Donc, concernant les lives que vous avez donné, monsieur le directeur général des finances, est-ce que vous avez des remarques? Pas de remarques, nous passons de votre global. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Adopté. Vous bien communaux. Approbation du marché public de fourniture. C'est le collègue de l'école. Comme indiqué tout à l'heure dans la présentation du budget, il y a des dépenses d'investissement dans les actions en direction de la lutte contre l'évasion des sargasses, la gouvernance nationale d'offres pour l'acquisition d'un engin à vent. Donc cet engin a beaucoup de fonctions essentielles liées à ramasser la substance des sargasses sur le littoral, dans les interstices, là où c'est possible, pour là où on prend nos filets dérivants, les filets qui font dériver les sargasses, permettre de les dériver dans des endroits aptes à les récupérer. Alors, nous avions un cahier de charges qui traitait de la qualité de l'offre, le prix de la prestation et les délais de livraison. Évidemment, dans la qualité de l'offre, il y a toutes les considérations concernant la qualité technique de l'opération, la qualité technique de l'engin lui-même, les caractéristiques techniques, mais aussi le confort des agents utilisateurs de ces engins au quotidien. Nous avons reçu 4 offres. Manucom, qui nous proposait une offre à 238 € et des délais de livraison à 170 jours. Madibat, qui proposait une offre à 310 € pour des délais de 5 mois. Pabitel proposait une offre à 299 € pour des délais de livraison de 10 mois. WIMAT SARL qui proposait une offre à 273 € des délais de 2 jours. Alors, nous avions aussi l'exigence que de mesurer à peu près les délais objectifs de livraison, parce qu'une fois que le marché est accordé, on ne peut plus travailler sur, on ne peut plus revenir là-dessus, mais on peut ne pas être livré dans les délais comme indiqué. Donc, l'agent qui a fait l'analyse des offres nous a indiqué qu'en moyenne, les délais sont de l'ordre de 5 à 6 mois. Toute une série de débats et d'analyses ont lieu sur la question des sargasses, c'est la question actuelle prégnante. Qu'en est-il du GIP des sargasses? Comment se positionne cet outil qui est quand même assez coûteux en dehors de la communauté des sargasses? Comment l'entretenir, les chenilles? Comment le traiter pour sa résistance? Cette obligation d'enregistrement le marché, d'un cahier des charges, un traitement possible des parties immergées lorsqu'on a les sargasses, c'est-à-dire au niveau des chenilles,
protégé par l'enfoncement, ce que proposait à peu près tous les candidats que nous avons reçus. Alors, l'essentiel, c'est quoi? L'offre de la candidat Manicom a été jugée économiquement la plus avantageuse, eu égard à la qualité de son offre, de sa proposition financière et du délai de livraison. Et ont besoin d'exprimer dans le cadre des cahiers d'échange. On n'a peut-être pas dit ici, mais je l'ai dit dans la présentation, ça a fait l'objet d'une belle discussion de la commission d'appel d'offres. Il proposait aussi des délais suffisants d'adaptation des agents de la ville à la manutention, une petite formation, les 2 journées, je crois, qui permettrait aux agents de s'habituer à cet engin, qui diffère des engins que nous avons depuis certaines années ici, mais c'est un petit peu plus constant. Alors il y avait des considérations sur la capacité du modèle, la puissance des engins, tout ça a été bien fait, et on a le sentiment d'avoir choisi un bon outil pour la lutte contre les sargasses. Voilà, chers collègues, monsieur le maire, la présentation de l'offre qui a été retenue. Donc, c'est donc l'offre de Manucom. Je vois pour ses caractéristiques. C'est 248 000 € le coût et des délais de livraison de 70 jours. Et puis, je crois que des journées de formation pour les agents qui sont amenés à utiliser l'engin. Voilà, monsieur le maire. Suite à la présentation de votre gouvernement, les remarques que vous avez à pas de remarques. Donc, s'il n'y a pas de remarques concernant l'achat de cette machine, façon de vote, qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour, adopté. Nous passons bien pour nous. C'est sur un profil de M. Saint-Inès, Mme Nicolas. Et institué la retour du stade de l'Avril. Bonsoir à tous et à toutes. Oui, donc il s'agit d'un terrain sur l'ERP. En fait, c'est plutôt un DVC, qui se trouve à l'extérieur de l'enceinte du stade de l'ERP. C'est un petit wallita qui fait à peu près 150 m² et qui joue sur la propriété de M. Christian Tinas. Et ce dernier, qui a donc sa maison à côté, a souhaité acheter cette petite portion de terrain pour en faire un verger. Donc le service du domaine a évalué l'emprise à 4 500 € hors taxe. M. Christian Tinas a accepté d'acquérir cette portion de terrain en l'état et en publicité de 4 500 € hors taxe. Les autres conditions sont les suivantes. Donc, si le contrat de vente n'était pas signé dans les 6 mois sur la délibération du conseil municipal, la ville pourrait annuler sa décision. Ça permet à la ville de ne pas immobiliser son terrain pendant des années. Donc, on donne un délai à l'acquéreur pour pouvoir se rendre chez le notaire et signer l'acte. Le transfert de propriété s'opérera à la date de la signature de l'acte de vente correspondant entre les 2 parties et les frais de géomètre seront à la charge de l'acquéreur. Voilà, donc il est demandé au conseil municipal d'accepter de réaliser ce projet au profit de M. Christian Tinas. Vous avez la parole, cher collègue, concernant ce terrain de football. Pas de remarque, pas d'observation de façon de vote. Qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour, adopté. De façon avec la procédure de transfert d'office sans indemnité de la propriété de chemin non dénommé situé au café de le domaine routier communal. Madame Nicolas. Oui, alors c'est un chemin qui se trouve, vous connaissez certainement le chemin de café, c'est le chemin qui se trouve donc sous la méthode après l'école de café, en direction de la route départementale, quand on est à Chérétis, c'est après l'école, c'est le chemin sur votre main gauche, et ensuite il y a une petite entrée sur la main droite, un chemin qui n'est pas très long mais qui dessert 8 maisons, dont une qui contient plusieurs appartements, donc ces petits appartements qui sont loués. Et ce chemin dessert des maisons
maisons qui appartiennent pour la plupart à la famille Galli. Et cette famille a alerté la ville sur les dangers que présentait le chemin en état, puisqu'il y aurait eu plusieurs accidents. Les voitures seraient donc tombées dans le fossé. C'est un chemin donc, qui nécessite quand même des travaux, notamment de confortement. Et donc, les terrains sont tous constructibles, on a PLU. Donc, c'est encore des grands terrains qui peuvent accueillir de nouvelles constructions. Le chemin, pour l'instant, est étroit parce qu'il fait 2,50 m de large en moyenne. Et donc, il est demandé au conseil municipal de décider de lancer la procédure, la procédure d'office, de transfert d'office dans le domaine communal de la propriété de ce chemin, conformément à l'article L318-3 du Code de l'urbanisme. Et d'autoriser, M. le maire, notamment à ouvrir une enquête publique. Vous avez la parole, cher collègue. Pas de remarque, pas d'observation, de façon de vote. Qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour, adopté. La même procédure de transfert d'office, c'est la propriété de chemin dénommé face à tous les filles. Vous avez en annexe, vous avez dans une situation, par exemple, je me trouve depuis avec le béton, vous avez des plans. Donc, c'est un chemin qui dessert une quinzaine d'habitations. Il est situé à la Zarée. Alors, on y accède plutôt par la RNE. On arrive au niveau du plateau de la passerelle de la Zarée. Et si vous mettez droite, vous entendez le chemin de la Zarée. Et vous avez un chemin tout de suite, 50 mètres après, sur votre droite, un chemin qui est pendu, qui n'est pas très large, qui mélange environ 3,50 m, et qui dessert quand même beaucoup de maisons. Le problème, c'est que les compteurs d'eau de ces maisons, les compteurs sont éloignés des habitations. Et les riverains se plaignent parce que parfois il y a des fuites et ils payent les factures d'eau astronomiques. Donc, ils ont sollicité Capnor, ils ont demandé à Capnor de faire l'extension du réseau d'eau potable. Mais pour cela, il faut que ce chemin puisse être intégré dans le domaine public communal. Et donc, là, on n'a pas d'autre choix que de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 318-3 du Code de l'urbanisme. Et donc, il vous est demandé, du conseil municipal, d'accepter de recourir à cette procédure et d'autoriser M. le maire à ouvrir par une enquête préalable à ce transfert d'office. Vous avez la parole, cher collègue, concernant tous les trucs pour aider l'élu. Pas de remarque, pas d'observation, une façon de vote. Qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour, adopté. De façon de transfert d'office, sans indemnité dans le domaine public communal de la propriété de la du chemin sur la route de la vie à Montbel. Oui, donc en 2021, le conseil municipal avait décidé de recourir à la procédure de transfert d'office, donc sans indemnité de la propriété de ce chemin. C'est un chemin qui est situé à Montbel, donc sur la route départementale, après l'école maternelle de Moulin-Avant, sur la main gauche, c'est un chemin, une voie qui dessert les maisons, les familles les plus au fond, ces familles s'y ramènent. C'est une voie qui est en assez bon état, qui est bétonnée, mais qui est empirée à la fin. Donc l'enquête s'est déroulée en février, en janvier-février dernier, le 3 janvier ou 3 février dernier. Il n'y a eu qu'une seule observation consignée sur le registre. Donc c'est un livret qui a donné son avis favorable. Le commissaire enquêteur s'est quand même déplacé sur place, a discuté aussi avec les riverains, qui étaient tous d'accord. De toute façon, ils sont demandeurs. Parce qu'ils ont besoin que la ville améliore l'état du chemin, finisse le revêtement, crée une aire de retournement pour permettre aux camions de voirie de circuler, d'accéder, et également de réaliser, permettre à la
ville de réaliser la canalisation des eaux pluviales. Donc le commissaire enquêteur a émis également un avis favorable, donc conformément toujours à la même article, à l'article 78 du Code de l'urbanisme, le conseil municipal donc accepté cette fois-ci de prononcer le transfert d'office sans indemnité dans le domaine communal de la propriété de l'assiette de ce chemin. On s'est favorablement sur ce projet. Est-ce que vous avez par l'observation, nous passons de vote qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour. Adopté. Nous passons au transfert d'office. Création de le chemin existant sur le parcelle communale 1115, 1126, 2024. C'était à Bois. Alors là, il ne s'agit plus de transfert d'office, il s'agit simplement de placer des chemins qui existent. Parce que ces chemins sont situés sur un terrain qui appartient déjà à la commune. Un terrain qui est composé de plusieurs parcelles, comme l'a dit M. le maire, c'est 1935, 1936 et c'est 26-24. En fait, c'est un grand terrain qui supporte déjà des maisons d'habitation. Ce terrain était classé en zone agricole, donc on ne pouvait pas régulariser les occupations parce que c'était en zone A. Ce terrain a été déplacé donc, l'année dernière, à la suite de la révision du PLU dans l'urbanisme. Donc maintenant, la ville peut régulariser ces occupations pour que les occupants, les résidents puissent disposer en fait, de tenir un titre de propriété et également classer des chemins qui existent déjà pour permettre la réalisation de l'extension des réseaux, notamment les réseaux EDF, les eaux potables, parce que les habitants, les occupants actuels ne sont pas vraiment accordés au réseau EDF. Alors certains se sont débrouillés avec des voisins pour avoir l'électricité, etc. en attendant. Mais voilà, le placement de ces deux chemins dans le domaine communal permettra la réalisation de l'extension de ces réseaux. Voilà, c'est ça le plus important. Et donc, vous avez les plans à la page 61-62. Vous avez, par exemple, les chemins sont matérialisés sur ces plans là. Et vous avez aussi donc, le détail. Les chemins sont le premier chemin est plutôt en pierré et le deuxième est perpendiculaire est déjà en enrobé. Donc voilà. Il est donc demandé au conseil municipal de décider de placer dans le outil communal ces deux chemins, matérialisés sur le plan établi par le cabinet du chef dans l'annexe, et qui traverse le parcelle communale cadastrée C1155, 1156, 2624 situé à Bordeaux. C'est aussi un terrain qui supporte le local associatif du BTNP. Eux aussi, ils ont besoin d'avoir un compteur EDF, un compteur d'eau. Voilà. Vous avez la parole, cher collègue. Pas d'observation, pas de remarque. La bonne. Oui. Juste une remarque d'ordre général. Depuis le deuxième dossier qu'on avait vu sur Café, et quand la collègue a parlé de fois de retournement, je me posais la question par rapport à ça, à savoir si dans ce dossier il y a eu la place, est-ce qu'on a prévu la voie de retournement, pas seulement dans ce cadre-là précisément, mais bien souvent quand on veut faire l'extension du réseau de voirie, eh bien, on a des soucis quand on n'a pas encore posé ce problème-là, pour savoir, voilà, est-ce qu'on peut faire la voie de retournement pour la voirie, l'extension, des choses de ce genre. Donc, alors, c'est vrai que l'article L300 de l'urbanisme permet uniquement de transférer l'existant. Donc, si effectivement il n'y a pas d'aide de retournement, par le biais de ces procédures, on ne peut pas
on ne peut pas, comment dire ça, prendre d'office des terrains pour pouvoir créer cette aire de retournement. Il faudra dans un deuxième temps négocier, s'il y a nécessité, négocier avec les propriétaires riverains. Par exemple, je prends le cas du chemin serein qui arrive en Epache, notamment sur les terrains s'y amènent. Il faudra peut-être négocier avec eux l'acquisition du foncier nécessaire à la réalisation de cette aire de retournement. Mais l'article L318-3 prévoit de transférer uniquement l'existence, la route telle qu'elle existe, parce que c'est un transfert d'office sans indemnité, c'est-à-dire qu'on n'indemnise pas, on n'achète pas de terrain, c'est un transfert tout simplement de propriété voilà, dans le domaine communal. Par contre, pour donc, les chemins de Bois Neuf, il n'y a pas de problème puisque le terrain appartient à la ville, donc nécessairement, vous verrez, page 61-62, que le géomètre a prévu effectivement cette aire de retournement, il l'a matérialisé pour permettre effectivement aux camions de voirie de circuler, de pouvoir manœuvrer sans difficulté. Autre question, Je voudrais faire deux observations. Une première observation sur une nuance et une observation sur l'observation du collègue Labonne. C'est important, c'est extrêmement important, et parce que l'intégration du chemin serein dans la tonalité de la ville offrait la possibilité de faire une boucle. La boucle pourrait donner de l'oxygène un petit peu à ce quartier, puisque c'est un quartier qui est juste entièrement ouvert. Il permettrait de faire la boucle. Alors, ce qu'il faut vérifier, c'est que s'il n'existe pas, c'était de le mettre, c'est qu'il y a un emplacement réservé qui permette de maintenir la boucle de Montvert bas, c'est-à-dire vers Montvert-les-Hauts, pour en sortir et donner des possibilités, que ce soit pour les services de secours, le VRP, on sait comment ça se passe. Ça, c'est important et je souscris à mes évolutions du collègue concernant l'extension de la voirie communale, concernant les aires de contournement, etc. Et c'est l'observation que je vais faire, surtout pour le chemin serein. Et puis, concernant le dossier là, que nous préoccupe à l'instant, là, le 1155, 1156, 2638 et 2624, la question que j'observe, en réalité, à bien regarder, la ville fait un investissement communal. À son nom. La question que je me pose, c'est est-ce que va pouvoir, je vais presque pour dire enfin, céder ces terrains à ces personnes et rentrer dans une régularisation patrimoniale de ces personnes, puisque pour elles-mêmes, afin qu'elles puissent retrouver la pleine propriété de leur bien, puisque pour le moment, ils sont propriétaires, si je comprends bien, que du sur sol. Alors, concernant le dernier point, effectivement, nous avons des personnes qui sont occupantes, qui ne sont pas propriétaires. Si bien nous avons des personnes qui vivent au métropole, qui nous réclament le terrain, en disant c'est leur terrain. Or, nous allons acheter ce terrain-là. Mais nous allons, depuis quelques années, pour la régularisation des parcelles occupées. Pas des parcelles, s'il y a 1000 m² occupées, c'est 1000 m², mais pas 1500 m². Les seules personnes qui ont répondu à la réglementation, cette réglementation, c'est la famille Bergotte à Voltaire, où ils étaient occupés également. Donc, nous avons proposé aux gens de régulariser, mais il y a certaines personnes qui ne veulent pas régulariser, alors qu'ils ont leur maison dessus. Donc, il y a plusieurs personnes, je ne vais pas dénommer, il y a plusieurs personnes, donc la seule personne ayant régularisé, c'est Bergotte. Donc nous continuons à faire cet effort pour leur demander d'acheter le bien, de régulariser, parce que c'est capable de cher. Simplement pour faire la régularisation, Madame Nicolas qui peut porter ça, la régularisation des marchés occupés. Parce qu'il y a des points comme, il y a un point de vue pour tenir cette bataille, tenir Belgique, c'est une bataille. Donc nous avons parlé de ça, nous sommes régularisés, nous ne pouvons pas acheter
acheter le terrain, puis ensuite donner gratuitement le terrain, parce qu'ils n'ont pas voulu acheter dans les mains du propriétaire. Oui, donc c'est vrai que certaines familles ont besoin effectivement de régulariser d'abord un titre pour pouvoir notamment la succession. Donc c'est ce qui s'est passé à Boigneuf, le chemin Jean-Georges, donc le occupant est décédé et les ayants droit cet occupant avait laissé heureusement de l'argent de côté pour permettre aux enfants d'acheter un foncier et que ça puisse entrer dans la succession. Mais c'est vrai certains occupants ne s'oppressent pas, on va dire, d'acheter. Parfois, ils n'ont pas non plus la capacité financière à acheter leur terrain. C'est ce qui se passe à côté, notamment, parce qu'il y a des personnes qui ont bâti leur maison, édifié leur maison main et qui n'ont pas suffisamment d'argent pour acheter le terrain. Quand bien même le terrain n'est pas cher, s'il va à 30 mètres carrés, ces personnes n'ont pas la capacité financière à acheter. Donc c'est vrai que c'est un problème et il faudra qu'on réfléchisse aux solutions possibles. Il y a d'autres qui sont hérités, il y a plusieurs héritiers, mais il y a un seul occupant. Et ça pose beaucoup de problèmes. Je vois que c'est quand même important et ça prend cette affaire-là. Et on vient améliorer les décès, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on confronte les gens dans les idées qui se font de leur propre patrimoine et qui utilisent des forces. Donc il faudrait, dans mon avis, qu'il y ait une petite enquête sociale sur ça. Je n'ai pas de des droit que non seulement les personnes ont droit sur les parcelles occupées, mais les personnes qui sont là, qui rappellent les parcelles non occupées. Donc je pense que sur cet espace-là, il faut qu'on ait une stratégie municipale, pour que ça personne en a besoin, s'il faut s'aider, comment il faut faire, et avoir une perception réelle des capacités des occupants. Je profite pour dire que les processus sont très habituels. Moi, je trouve que ces gens-là régularisent leur situation dans leur propre intérêt. Quand ils n'avaient pas dit, ils n'ont pas dit, pas du Kevin, pas du Taliou. Le problème se pose, j'ai un souci, c'est qu'ils ne soient pas dans l'illusion d'une propriété d'une part, et d'autre part, qu'on sorte de ça en n'ayant pas le sentiment d'avoir une inégalité par rapport aux autres administrateurs, qui ne seraient pas dans une situation identique. Tu as raison, parce que nous avons même envoyé la police chez quelqu'un qui ne veut pas régulariser, mais qui veut faire une maison sur le terrain. Alors qu'il y avait un petit regard où il disait quelqu'un qui veut une légitime. Alors que ce n'est pas ça du tout. Donc la police est allée voir, nous avons été au bout de la République sur ces affaires-là, parce que le terrain nous appartient, nous sommes prêts à régulariser pour tout le monde. Mais cependant, il y a ceux qui pensent que le terrain nous appartenait, c'était à M. Arep, donc il suivait le message. Or, le message, nous avons vendu le terrain. Deuxièmement, concernant mon verre, au départ, nous avions voulu faire la boucle, c'est-à-dire RD1 qui passe du côté de Massa pour sortir sur la route de l'Abré, un peu plus haut de l'Abré. Mais, oui, c'est ça, qui est en coulisses, pour aller en coulisses. Donc, mais c'est une seule personne qui nous a gêné sur cette affaire-là parce qu'on devait faire le contournement et cette personne ne nous a pas encore répondu. Donc, nous serons forcés de faire une opération pour sauver les personnes en cas de secours parce que, et surtout, si un mouvement de terrorisme, c'est une voie à double sens. Or là, personne n'a de base. Donc, nous allons mener la procédure pour que nous puissions établir cette voie en boucle pour aller de Mossad, de Monavon à Koubis, à Oudoublac. Donc, nous allons à la propriété. Donc, est-ce qu'il y a d'autres éléments concernant ce qu'on vous a proposé, chers collègues? S'il n'y a pas d'opération de vote, qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour, adopter. Nous passons à l'administration générale. Proposition de convention avec la Chambre de commerce et de l'industrie d'Amartine. Oui. Du coup. Oui, attends,
c'est Mikoa, c'est Rémi, mais c'est pas Miko, Mikoa, c'est ça. Voilà. Il s'agit de signer une convention d'accompagnement de la Chambre de commerce avec la commune. En effet, depuis plusieurs années, la Chambre de commerce décerne une labellisation de qualité et avec les petits commerçants, les petites boutiques. D'ailleurs, au Robert, il y a déjà 2 personnes qui sont labellisées. C'est la pharmacie Réco, qui se trouve au Baril, et une dame qui s'appelle Madame Silmar, à 9 rue Chéchère. Donc, depuis la crise sanitaire de 2020, le tissu économique a été fragilisé. Donc, la Chambre de commerce a décidé de lancer une labellisation et faire signer une charte qualité aux entreprises qui ont été sélectionnées ou entreprises demandeuses. Et à cet effet, au-delà des petits commerces, il y a aussi les marchés. Donc, ils nous demandent de signer une convention d'accompagnement. Ils vont faire des études pour savoir comment faire les gens revenir au marché, garantir l'accueil de qualité et améliorer les prestations des vendeuses. Alors, c'est surtout renforcer l'image du marché, parce que le marché, c'est socialement, c'est un lieu de convivialité et d'échange. Parce que anciennement, c'est au marché, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, c'est le marché que tout se passait. Toutes les informations se distillaient au marché, dans tous les marchés de marketing d'ailleurs. Donc, on nous demande donc de permettre au maire de signer la convention d'accompagnement pour faire le diagnostic du marché, diagnostic de vente et d'évolution du marché. C'est pour un chariot 100%. Et je profite de ce qu'a dit M. Yannet, surtout du marché qui avait venu. C'est là qui avait au 100 caisses. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Au 100 caisses, il y a quelqu'un qui est avec un tabou. Des informations. Il donnait des informations, des avis du maire. Vous avez fait encore nous moderniser. Donc, vous avez la parole, chers collègues. Pas de remarques, pas d'observation, de façon de vote. Qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour, adopté. De façon à l'administration générale, création d'un parlement. Oui, c'est une question qui revient souvent devant le conseil municipal, puisque je rappelle qu'il s'agit d'une compétence exclusive du conseil municipal de créer des postes et dans un deuxième temps, l'exécutif, en l'occurrence M. le maire, procède aux nominations. En l'occurrence, ce soir, je vais proposer la création de 2 catégories de postes. D'abord, un poste d'attaché territorial principal, et puis un certain nombre de postes pour d'agents de maîtrise pour répondre aux exigences posées pour le fait qu'il y a un certain nombre d'agents qui ont été placés sur la liste d'aptitude. En ce qui concerne le poste d'attaché principal, rappelez-vous, en février 2022, vous avez créé la direction du développement et de la cohésion sociale pour pouvoir prendre en compte tout un certain nombre de problématiques sur la ville, notamment en ce qui concerne cette direction doit coordonner, mettre en œuvre et accompagner, coordonner des politiques publiques de collectivités liées à la cohésion sociale, telles que les politiques de l'habitat, politique de logement, politique de petite enfance, de parentalité, politique d'insertion, dans tout un certain nombre de problématiques. L'idée aussi, en mettant en place cette convention, c'est d'accompagner le suivi, d'évaluer les dispositifs contractuels, notamment contrat, convention territoriale globale avec la CAF, contrat local de santé avec l'ARS, contrat local de sécurité et de prévention CRSPD avec l'État, toute la partie de délinquance, le contrat de délinquance, et tout un certain nombre d'autres contrats que la ville aura assignés avec des partenaires pour pouvoir faire en sorte que
cela se passe le mieux possible. Il y aura un certain nombre de propositions d'actions qui seront proposées en mettant en place toutes ces politiques-là. Et donc l'idée a été, au moment où vous avez créé cette dynamique, de donner une cohésion à toutes ces actions, puisque ce sont des actions qui n'ont de sens que si on les met ensemble, puisque les actions se touchent. Et donc l'idée, c'est de recruter une personne qui assure la coordination de l'ensemble de ces actions-là, et d'où la nécessité de créer un poste pour l'attaché principal, territorial principal, pour le directeur ou la directrice de cette structure, de cette direction. Vous avez la parole, monsieur. Pas d'observation. J'ai remarqué que c'est écrit manager l'équipe. C'est une équipe de combien de personnes? Si on a déjà l'information. Pour l'instant, l'équipe n'est pas. L'idée n'est pas déterminée, puisque rappelez-vous, dans cette direction, il y avait plusieurs services, et notamment un service au niveau de la petite enfance, un service pour l'insertion, un service habitat-logement, santé. Donc il y a un certain nombre de services qui sont en train de se mettre en place. Les effectifs ne sont pas définis. L'idée, c'est de toutes les façons, cette personne-là aura à manager, à piloter des équipes. Le nombre importe peu, mais c'est surtout la capacité à manager des équipes. Puisque ce sera des services qui vont se monter au flux du temps. C'est-à-dire plus on va monter en puissance progressivement. Là, je n'ai pas de mettre 10 personnes et puis on se dit qu'est-ce qu'on va faire, mais si on va commencer avec 2 et on va monter on va monter en puissance, plus les effectifs seront forcément plus importants. Pas d'autres questions? Juste une question. Vous avez dit déjà il y avait 2 postes. Là, on voit qu'il y en a un. Mais pour cette directrice, il faudrait qu'elle ait la formation de l'habitat, de la petite enfance et de la santé. Et je parle encore de l'insertion. Est-ce que vous pensez trouver quelqu'un qui ait cette formation-là ou la former quand elle aura le poste, quand lui cédera le poste? Alors, l'idée, ce n'est pas forcément que la personne maîtrise de façon précise toutes ces actions, mais justement, à ce niveau de responsabilité, c'est une personne qui est en capacité de comprendre ces grandes problématiques et de donner des orientations et de suivre toutes ces... Et puis, il est entendu que forcément, cette personne aura des compétences, des connaissances à minima dans ces domaines-là. Mais il ne s'agit pas forcément de spécialistes de chacun, mais c'est une personne en capacité de pouvoir donner des orientations stratégiques, conduire des projets. C'est surtout ces compétences-là qui sont recherchées, pas forcément des personnes ayant des compétences précises, pointues sur un domaine bien précis, mais quelqu'un qui peut avoir la capacité d'avoir de façon transverse sur toutes ces compétences-là. Et ça se retrouve, on trouve ces compétences-là sans trop de difficultés. Autre question? Ça va d'autres questions, nous passons le vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Adopté. On continue. Donc, ouais, on a fini. La deuxième catégorie, c'est le poste qui est soumis au conseil municipal ce soir, c'est la création d'un certain nombre de postes, 22, pour l'agent de maîtrise territoriaux. Il y a un certain nombre d'agents qui ont présenté leur candidature à la promotion interne d'agents de maîtrise et qui sont désormais placés sur la liste d'aptitude. Donc il faut dans un premier temps que le conseil municipal crée les postes et dans un deuxième temps que M. le maire décide de les nommer sur les postes validés par le conseil municipal. Donc c'est une procédure qui est préalable à toute nomination.
Vous avez la parole, cher collègue. Question, pas de question, façon de vote, qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour, adopté. Alors, cher collègue, nous avons mieux travaillé. Je vous remercie de votre participation à la séance avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.